نعم. ya kurenifelewa na watu fulani azai anaona foto film. Film. Le film doit faire. Hey. Was ist das? Das reingeht. Was ist das? C'est juste quelques images pour vous. Non, non, quelqu'un demandé d'abord. Oui, on a demandé. Voilà. Il faut des archives toujours. Il faut. Bah oui. Ah, ça filme là? Bah oui. Ah, très bien. Tumwambie na katu kila la goma. Bon les gars, la chorale du chantier. Après. Ah, ouais. Voilà, basi mal d'aller au rotation là.
Il y a à peu près 2 à 3 mètres de C'est bon? Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au palais de je veux parler du Sultan. Cette façade que nous voyons ici, c'est la façade côté mosquée. Il a fait partie des zones qui ont bénéficié des travaux de restauration de ce dernier chantier qui a débuté le 25 mai et qui finira bientôt le 25 juillet 2016. Tel que nous voyons là, nous avons remis les endus et on peut voir, nous avons peint. Et donc, dès maintenant, on voit cette façade a pris une nouvelle image. On commence à voir le monument qui sort, qui est beaucoup plus attractif à partir des travaux que nous avons réalisés ces 2 mois. Alors, nous commençons notre petite visite à partir de la réserve, parce que dans l'ancien temps, les maisons anciennes, les maisons de l'aristocratie avaient toujours une réserve au rez-de-chaussée, réserve à partir de laquelle les gens qui entraient à la maison passaient d'abord par la réserve. Il y avait quelquefois des bancs en béton où on s'asseyait pour attendre à ce qu'on soit appelé pour aller rencontrer le sultan. Alors ici, comme on peut le voir, nous avons remplacé toutes les poutres qui étaient là. On peut voir, nous avons laissé un exemple ici pour voir l'état qu'elles étaient avant la restauration. Vous voyez qu'ils sont en état très piteux, très attaqués par les termites et les insectes. Et donc, ce chantier a consisté à les remplacer et consolider le toit du bâtiment. Là, vous voyez que toutes les poutres que vous voyez sont neuves. Ce sont des poutres que nous avons achetées à partir de la Tanzanie. Et que là, les travaux sont faits. C'est la chambre qui a tout été refaite. Là, vous voyez très bien que le toit était bien solide. Nous continuons à vous montrer pièce par pièce. Ici, c'est la deuxième pièce de la réserve. Vous voyez encore, il y a des étais qui sont encore debout parce que les travaux n'ont pas été finis. On en a remplacé certaines poutres, mais d'autres sont encore à remplacer. Quand ils seront tous remplacés, c'est là qu'on enlèvera les étais qui sont là pour renforcer la solidité du bâtiment. Et là, comme nous y sommes, je voudrais vous montrer un tout petit peu une ancienne technique. Ok, là nous entrons dans la deuxième pièce de la réserve. Et c'est ici qu'il y avait les bancs, à laquelle les gens s'asseyaient pour attendre à ce qu'ils soient appelés et entrer rencontrer le sultan. Dans cette pièce, en quelque sorte, salle d'attente. Salle d'attente, oui. Merci. Là, on peut voir que les poutres ne sont pas toutes changées. On en a changé, mais pas pour ce chantier. Ça ne compte pas pour ce chantier, c'était des travaux antérieurs. Et là, vous voyez, il y a encore des étais qui sont là pour consolider le toit. Parce que notre priorité, c'est la sécurité. Parce que les gens qui entrent, les visiteurs qui vont venir, qu'ils ne soient pas un peu inquiétés par l'état de la sécurité de leur vie et du bâtiment. Vous avez changé combien de poutres exactement? Nous avons en tout réalisé des remplacements de 100 pièces de bois, des poutres, des linteaux aussi que nous avons changés, parce que ceux qui étaient là étaient complètement détruits par les insectes. Je voudrais montrer une merveille qui était là. C'est un système de coulisses. C'est une fenêtre murale, une niche murale qui avait un système de coulisses par laquelle on fermait pour la sécurité des choses qu'on y mettait dedans.
Là, nous sommes en train de... Nous avons consulté des menuisiers qui pourront nous refaire encore sur le même modèle. Mais nous avons quand même gardé le système de coulissage qui est là. Vous pouvez voir. Donc coulisser de droite à gauche pour fermer la fenêtre. Là, vous voyez, ce sont des pièces que nous avons ramassées. Des pièces que nous espérons un jour faire dater au carbone 14 pour voir à quel siècle elles remontent. Là, c'est un boulet de canon qui a été ramassé à la citadelle. Et nous avons conservé pour les biens de témoignages, des vestiges archéologiques. Nous continuons, s'il vous plaît. Nous entrons maintenant à la salle, la deuxième, la salle où se trouvait surtout la reine. Et là, vous pouvez voir sur ce mur, d'abord, nous avons des niches murales qui ont dans le temps servi d'armoire, où on y plaçait des choses, des biens, soit des objets de beauté et autres choses. À regarder le plafond, ce sont des poutres qui ont été changées dans les années 70. Et là, ils sont encore en bon état. Mais comme il y avait l'humidité qui est en train de pénétrer dans le plafond, nous avons préféré encore garder des étais pour la solidité du toit. Et nous espérons, nous allons changer quelques-unes parce qu'ils sont déjà attaqués par les insectes. Donc à quoi servait cette pièce exactement? Alors cette pièce était la pièce où le sultan, c'était la suite où il s'habillait avant de rentrer au salon. Les gens attendaient de l'autre côté. Oui. Et ils passaient où exactement pour entrer, ils passaient par cette porte. Parce que les réceptions, d'abord ici, quand nous sommes au rez-de-chaussée, c'était pas le lieu de réception du sultan, mais c'était sa résidence privée. Ah, d'accord. Ah, ici... C'était sa résidence privée. C'était sa résidence privée. Et au premier niveau, nous allons voir... Ça a servi la salle, il y a la salle d'opéra, d'apparat et d'audience, où on recevait les délégations officielles et les gens qui voulaient visiter le sultan. D'accord. Donc le rez-de-chaussée, c'était la résidence privée du sultan. Ah, ok. Du coup, nous continuons. Oui. Et là, nous entrons à la première pièce du salon. Vous voyez comment l'ancienne, c'était beaucoup compartimenté parce que ça servait à beaucoup d'usages. Alors ici, les poutres que nous voyons, ce sont des poutres qui n'ont pas été changées. Ils ont gardé leur solidité. Et on n'a pas encore changé aucune de ces poutres. Donc ce sont les poutres d'origine alors? Oui. Ah, d'accord. Vous pouvez remarquer ici. Mais ils sont intacts. Hein? Sont intacts. Plus ou moins intacts. Parce que sur les extrémités, il y a commencé des attaques. Mais on n'a pas encore envisagé les remplacer. Ici, vous voyez ce qui fait l'originalité de ce travail sur bois. Ce sont de la calligraphie arabe. On peut lire, par exemple, Imam Ali. Il y a des noms qui sont là et qui sont inscrits en arabe. Okay. Ici, les travaux que nous avons effectués ici, nous avons enlevé l'ancien enduit qui était là. Et nous sommes en train de remettre à nouveau l'enduit à l'ancienne, parce que le mortier que nous utilisons, c'est le mortier à la chaux. Il n'y a pas du ciment, il n'y a pas l'intervention du ciment, c'est que de la chaux. Et pour avoir cette disponibilité, nous avons plutôt pensé construire un bassin ici. Et donc ici, vous pouvez m'expliquer exactement à quoi servait cette pièce? Ici, comme je l'ai dit, c'était la résidence privée du sultan. Il y avait, ici c'est le salon, mais là c'était les chambres privées. Et derrière
derrière, il y avait un accès pour entrer dans les pièces des femmes. Mais malheureusement... Elle est condamnée, quoi. Elle est condamnée à la pièce. D'accord. Alors ici, nous avons un bassin. Nous avons construit un bassin pour conserver la chaux. C'est de la chaux que nous avons récupérée dans les fours à chaux traditionnels. Ok. Là, nous avons construit un bassin pour conserver la chaux. Parce que selon les techniques traditionnelles, on a la chaux est en deux états. On a la chaux qu'on appelle la chaux vive et la chaux éteinte. La chaux vive, c'est quand elle a fini de brûler, mais elle devient éteinte, elle prend des années et des années. Et donc, pour avoir un bon état et de la qualité de la chaux, il est préférable de mettre dans de l'eau. Comme ça garde sa qualité assez authentique. Et ça peut rester des années sous l'eau, sans pour autant perdre la qualité. Alors, dans cette pièce encore, vous voyez, les poutres n'ont pas été changées. Et ce qui fait montrer que les poutres n'ont pas été changées, c'est surtout les graphies. Les gravures de travail sur bois, la structure que vous pouvez voir, et la coloration noire et rouge. Ce sont les colorations anciennes. Là encore, vous avez des inscriptions arabes. Parfois nous avons des versets coraniques, parfois nous avons des noms, des attributs des dieux qui sont étalés sur le bois. Ce sont des versets qui étaient destinés à protéger le pouvoir, le palais et la famille du sultan. Alors, on peut voir ici un stock de poutres que nous avons achetées à partir de la Tanzanie. Ceux qui sont utilisés, mais là nous avons notre réserve que nous allons y travailler au fil des jours à venir. Et jusqu'alors, comme je venais de le dire, nous avons déjà utilisé 100 pièces que nous avons remplacées à travers différents endroits du palais. Là, nous continuons encore dans l'un des compartiments. On peut voir bien sûr ici le travail fait sur bois, la sculpture, il y a de la gravure, il y a des inscriptions. Et là, nous voyons des motifs qui sont répétés à plusieurs endroits. Ici, on peut lire Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatihan mubina liyaghfir Allah. Allume. Ça se coupe pas, je sais pas. Je reviens un peu, on peut lire ici Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatihan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. C'est un verset, ce sont des versets coraniques qui se trouvent dans le chapitre Surat al-Fatiha. Alors nous sommes maintenant dans la grande salle avec le plafond assez magnifique que vous pouvez voir ici. Ce plafond est intact depuis il y a déjà 6 siècles. 6 siècles. 6 siècles, parce que le bâtiment la date de construction remonte au milieu du XVIe siècle. C'est juste après l'installation du régime des sultanats que les sultans ont voulu montrer le pouvoir à travers ce monument qui reste encore assez emblématique de cette période qu'on appelle le période de l'âge d'or des sultanats ottomans. Donc là, c'est la grande salle. Voilà quelque chose.
au rez-de-chaussée, en quelque sorte, le salon. Le living room qu'on peut l'appeler. Le living room, quoi. Oui. Je sais pas. Je m'excuse, j'avais invité des enfants avec cette connerie de gendarme. Dans ce salon où nous sommes maintenant, il y a un texte qui date de la fin du dernier quart du 19e siècle. Il y a eu la visite d'un Européen qui a visité ce monument en 1867. Dans sa description, il a témoigné avoir vu des fauteuils du style Louis XIV dans ce salon. Ah bon? Et là, nous voyons encore ici, nous avons des poutres. Ce sont des anciennes poutres que nous avons ramassées dans des maisons aristocratiques de la ville de Moutiamidou. Ah, ça, vous les avez ramassés dans des maisons? On a collecté, on a récupéré. Parce qu'aujourd'hui, les gens, dans certaines maisons anciennes, les gens démolissent pour construire à nouveau avec de nouvelles techniques de la construction moderne, le ciment et tout ça. Donc nous, comme nous voulons garder l'ancienneté, nous avons récupéré ces poutres. Parfois on les achète. Et parfois il y a des gens de bonne volonté qui nous les donnent comme ça. Et nous tenons à les remercier. Alors les poutres ici, les étés que nous voyons ici, c'était après l'effondrement de 2008. Parce qu'il y avait des fortes intempéries qui avaient fait... cette partie était complètement tombée. Et donc, pour avoir la solidité du bâtiment, on avait mis plus de 200 étais ici pour soutenir le toit du bâtiment. Là au milieu, nous voyons le soleil qui est là avec ses rayons. Et comme le soleil symbolise en fait le pouvoir, la puissance, ce pouvoir qui éclaire le jour, donc, et que ici nous étions au centre de l'archipel, au centre de l'île. Et donc vous voyez bien qu'au milieu de ce toit, de ce plafond, on a placé le symbole du soleil. Et là vous voyez, vous pouvez voir une petite pièce en métal, c'est là où on a accroché la lampe. Elle est où la pièce en métal? Voilà, là, juste là au milieu, au cœur de ce joli dessin qui représente le soleil. Ah, d'accord, oui. C'est là où on a accroché la lampe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'électricité. Je vois, oui. Ah, d'accord. Et c'est de là que venait la lumière qui éclairait la chambre, la pièce. Okay. Ah, d'accord, j'en ai vu d'autres là-bas, de l'autre côté, donc ils ont les mêmes fonctions, quoi. Voilà. Et donc, je voudrais vous montrer aussi les toilettes. Mais, et voilà, nous sommes à la salle de bain du sultan. Vous pouvez voir ici le baignoire. Et d'ici, il y avait une marmite dans laquelle on chauffait l'eau de derrière. Et à partir d'ici, on faisait entrer l'eau froide. Tu utilises les deux. Oui. Pour attiédir l'eau, que le sultan ne se fasse pas brûler par l'eau chaude. Donc là, c'est le baignoire. C'est le baignoire. Du sultan. Oui. Et là, c'était la marmite où on chauffait l'eau. De l'autre côté. De l'autre côté. Nous irons voir après. Donc. Oui. Et là, vous pouvez voir ici, il y avait certains bols en porcelaine, importés bien sûr. C'est ici qu'on mettait soit le savon, soit les outils que pouvait utiliser le sultan. Le savon, ainsi de suite, parfois aussi le parfum. Et là, nous voyons, ça c'est la fosse septique. À la turque, bien sûr, que vous le voyez. Oui. Et dans toutes les anciennes maisons, les maisons aristocratiques, on voit ce style qui est toujours là, le triangle qui est là, qui nous renvoie un peu à au symbolisme du triangle chez les anciens Égyptiens. Oui, oui. Parce que pour les anciens Égyptiens, ce triangle, comme les pyramides, ça symbolise la perfection. Le sommet représente vers le ciel, comme le pouvoir venait du ciel. Et donc,
Ce triangle faisait au bas c'est le peuple et là au sommet c'est le sultan, c'est la perfection, tout au sommet de la société. Donc là, c'était la salle de bain du... Salle de bain, oui. On peut allumer ça? Parfois on peut dire la salle d'eau. Oui. D'accord. Et ici encore, nous avons, comme vous pouvez le constater, nous avons remplacé les poutres qui étaient là. Tout a été remplacé parce que tout était endommagé. Et là, nous n'avons pas encore fait les maçonneries pour boucher les pierres que vous pouvez voir. Et comme vous pouvez le constater, nous avons, j'aimerais vous révéler un peu la technique, comment on faisait les toits. Alors, on posait les poutres et au-dessus des poutres, on avait des coraux taillés. Et c'est au-dessus de ces coraux taillés qu'on déposait le mortier, le béton à la chaux. Oui. Ah oui, un joli baignoire. Hein? Ah oui, c'est... Mais tout a été calculé. Hein. C'est ici que passait l'eau froide et l'eau chaude venait de la marmite. Parce que le sultan ne devait pas se baigner avec de l'eau froide. Oui. Pour pas qu'il prenne froid. Ok. Oui. Alors, ici, c'est la salle où tout se préparait. Nous voyons un peu la marmite. Ah, c'est là où on chauffait... On chauffait l'eau. La marmite se trouvait là. Et là, c'est ici qu'on mettait le feu. Ok, il y avait une sorte de cheminée, mais elle a été bouchée par le temps. Voilà, vous pouvez voir là. Alors ici, probablement, il y avait le système, il y avait un bassin où on conservait l'eau. Et l'eau a été recueillie à partir du toit de la maison. Un système qui recueillait l'eau et qui la faisait descendre dans le bassin où on stockait l'eau. Et petit à petit, au fil du temps, on l'utilisait en mettant dans la marmite pour chauffer. Pour le bain du sultan et de sa femme aussi, évidemment. Et c'est quoi? Là, c'est une pièce que nous avons découverte. On est en train de chercher, de voir quelle est cette utilité, mais quand nous avons vu que ça a été bouché, pour nous, nous interprétons que ça a été un couloir qui donnait accès à d'autres compartiments du bâtiment. D'accord. Donc il y avait des bâtiments derrière. Oui, c'était une cour. De toute façon, le palais continuait par là. C'était un couloir qui donnait accès aux autres endroits du palais. Il y avait la cour intérieure était derrière, bien sûr. Mais il n'y avait pas que la cour. Là, on peut voir, c'est une poutre que nous avons remplacée. C'est une œuvre. Et c'était pour... les anciennes étaient comme ça, comme vous pouvez le voir. C'était le bois utilisé, c'est du palétuvier. Donc ce que nous constatons, c'est qu'il y avait des motifs un peu partout, même dans la salle de bain. Même dans la salle de bain, il y avait des motifs. Le bois utilisé était toujours travaillé, décoré, sculpté, pour donner la magnificence du château. Coffre-fort. C'était pas le coffre-fort du sultan. Mais avec le temps, ce monument a servi à beaucoup de fonctions. Après le régime du sultanat, ici que nous sommes au rez-de-chaussée, ce salon a servi à 2 bureaux. Devant, nous avions le bureau du cadi, plutôt le bureau du chef du canton, et au fond, nous avions le bureau du cadi. À quelle époque? Après, bien sûr, le régime du sultanat, pendant la période de colonisation. Donc ça a duré jusqu'aux années 70? Non, le système du sultanat a pris fin... Non, je parle exactement de l'utilisation. Oui. Alors le cadi, le bureau du cadi, ça a été là jusqu'à même après l'indépendance. Peu de temps après l'indépendance. Donc le palais était toujours vivant? Était toujours vivant. Était toujours vivant. Vous ne l'avez jamais abandonné, quoi? Oui, parce que jusqu'aux années 76, après l'indépendance, il était toujours encore utilisé. À l'étage, ça servait d'école primaire.
Ok, donc c'était le coffre-fort du chef du canton qui était partagé avec celui du le cadi aussi. Et là que nous sommes dans cette grande pièce, c'était la salle d'audience qui était utilisée à la fois par le chef du canton et le cadi aussi. Et donc, oui. Là c'était le bureau du chef de... Voilà, ici c'était le bureau du chef de canton. Je me rappelle, oui. Je me rappelle très bien. Ouais. Ah, oui. Parce que bon, on était très très jeunes, mais je me rappelle quand... Oui. Là, les travaux n'ont pas beaucoup avancé. Ici, dans cette partie, par contre, là, ici, on a déjà travaillé. On a travaillé beaucoup ici. On a remplacé les poutres. Parmi les poutres qui ont été remplacées avec le premier chantier de notre convention avec l'association française CHAM. CHAM, ça veut dire... je me souviens, cette dalle a toujours été là. Oui, d'après nos enquêtes, on nous dit qu'on a enterré le tombeau d'une princesse, d'un prince, de la reine. Il n'y a jamais eu on n'a jamais voulu, faire une fouille, bon, pour voir exactement si c'est vrai ou non. Oui, peut-être dans le jour à venir, mais on peut regarder quand même. Et là, on peut voir ici, après l'effondrement de 2008, on a refait ce mur. Nous avions eu une convention avec des Tanzaniens, spécialistes de restauration de monuments anciens, et qui maîtrisaient bien le maniement de la chaux. Et nous avions eu une convention avec eux, ils étaient là en 2012. Nous avons reconstruit tout ce pan qui a été démoli après les intempéries. Vous pouvez le constater que c'est de la chaux, il n'y a pas du ciment, il n'y a pas d'intervention du ciment du tout. C'est la chaux qui est utilisée. Et les Tanzaniens mélangeaient la chaux avec le pozzolano. Selon les propriétés du pozzolane, ça se collait rapidement. Voilà pourquoi nous avons cette coloration un peu jaunâtre. Mais au temps des sultans, cette pièce servait à quoi exactement? Alors au temps des sultans, ici, comme c'était le salon privé, il pouvait recevoir certaines personnes privées, les membres de sa famille, et aussi au début parce que au début de la construction du monument, il n'y avait pas d'étage. Au XVIe siècle, il n'y avait que le rez-de-chaussée. Donc ici, il recevait les gens, et ces autres recevaient ici. Et après la construction de l'étage, c'est là où c'est devenu complètement la salle, la barre. Donc en comorien, exactement. On dit, bon, cette première pièce, on peut dire qu'il s'agissait de Ukumbi. Et là, Shanzahar. Shanzahar, c'est comme le living room exactement. C'est là où il y avait les fauteuils, on s'asseyait. Et après, c'est Shanzahar, Ukumbi, Shanzahar, Poroni. Et après, Ndanbweni, c'est ça? Oui, Ndanbweni, c'est comme le nom de l'indique. Ndanbweni, c'était réservé pour les femmes. Pour les femmes, Ndanbweni. Là, c'est Poroni, ou bien, bon. Ukumbi, Shanzahari, Poroni, Ndanbweni. Mais comme c'était une maison, le palais du sultan, l'espace était grand. Donc il y avait des extra-chambres qui étaient complètement réservées à l'accès du sultan. Je vais reprendre un petit peu les motifs là. Ça, on a déjà vu ça. Hein? On l'a pris. Là aussi. Alors ici, sur ce morceau de poutre, on peut lire La ilaha illallah. Et puis ici, La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a beaucoup de versets coraniques qui sont là. Nous avons parfois des attributs de Dieu, comme ici par exemple. Nous avons ici c'est marqué
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ce sont toujours des versets coraniques qui étaient là pour implorer la protection de Dieu. Donc on va monter À l'étage. Là c'est l'entrée principale. À l'étage. Hein? Alors, là nous sommes en plein travaux. Bien évidemment, le palier, le monument continue jusqu'ici. Jusqu'ici, il y avait. Ça faisait partie du palais. Et la cour intérieure était là. Et là, c'était le mur qui était tombé après les intempéries. On vient de voir, ce sont des murs qui sont nouvellement construits. Mais nous avons toujours gardé l'authenticité de la technique en utilisant la chaux. Là, on est en train de couvrir cette partie. Comme le toit a été démoli après cette tempérie de 2008-2009, là vous voyez ce sont de nouvelles poutres que nous sommes en train de poser. Alors, je voudrais rappeler le fait que cette porte que vous voyez ici, c'est une porte provisoire. Elle n'est pas la porte authentique, elle n'est pas la porte ancienne. Mais la porte ancienne, nous l'avons gardée et nous allons la reposer après les travaux. Ah, d'accord. Ici, nous entrons dans le vestibule, la première pièce, après l'avoir à l'étage. Et c'est là où on peut préparer pour entrer dans la grande salle de réception officielle. Encore une fois, le toit que nous voyons, c'est un toit provisoire en tôle, parce que pour nous, c'est de protéger à ce que l'eau ne puisse pas encore continuer à endommager le monument. Mais au fil de temps, nous espérons restaurer le tout. Donc l'effondrement a eu lieu dans la période de 2007-2008, pendant la grosse période de pluie. Et heureusement, il n'y a pas eu de victimes, puisque l'effondrement s'est produit de nuit. Ah, d'accord. Et donc le monument est resté pendant 3 ans, pas de travaux. Et pour le voir comment l'eau a fait du... Et c'est surtout sur la façade. Donc, la façade côté ruelle. Côté Elle a ruelle. été complètement démolie après les intempéries. Comme ça, le monument est resté pendant 3 ans, sans travaux. Vous voyez, l'eau a vraiment endommagé le tout. Ouais. Oui, ça se voit. Ouais. Mais cela, vous ne les remplacez pas, quoi. Si. Mais c'est un travail de longue haleine. Nous marchons étape par étape. Et nous espérons qu'un jour nous finirons à tout refaire, à tout restaurer. Alors évidemment, après les tempéries, quand ce pan du monument s'est effondré, c'est là où on s'est réveillé, on s'est dit non, il y a quelque chose. Il ne faut pas que ce joyau de notre patrimoine bâti parte comme ça. Donc on a les premiers travaux. On a d'abord déblayé, on a ramassé le gravat et puis après, c'est là que nous avons organisé la première convention avec les Tanzaniens pour la reconstruction de ce événement. Alors là, nous entrons dans la grande salle. Il a servi pendant la période du sultanat de salle d'apparat et d'audience. C'est ici que le sultan recevait ses délégations officielles, les Européens qui venaient ici, ceux qui voulaient chercher des relations commerciales, ceux avec aussi les prétentions colonisatrices de la France aussi. Ces différentes discussions ont été faites ici. Et c'est ici qu'a été signé le traité qui a entériné la prise de position de la France, de Mayotte par la France. Ah, d'accord. Ici même, quoi. Ici même. Et donc, pourquoi je dis salle d'apparat et d'audience? Parce qu'il y avait les réceptions, mais parfois aussi le sultan, quand il avait à faire sa cour, ça se faisait ici.
Donc parfois, vous savez que le sultan avait des moments où il prenait des fatwas, comme on les appelle. Et c'était ici qu'il discutait avec ses ministres, ses conseillers pour prendre une décision importante concernant la vie de ces sujets. Alors comme on peut le voir, ici les dommages sont tellement importants. On peut voir que même les poutres ne sont pas là. Hein. Mais pour maintenir la solidité du monument, nous avons mis ces étés-là. Ils étaient au nombre de 200 pièces, 200 étés. Mais maintenant, avec les travaux que nous avons réalisés, on voit les étés diminuer peu à peu. Puisque le monument retrouve sa solidité d'antan. Là, vous voyez, nos ouvriers sont en plein chantier. De même ici, on n'a pas encore fait les travaux de remplacement des poutres, puisque nous avons commencé par le bas, par le rez-de-chaussée, pour avoir un toit assez solide pour pouvoir entamer les travaux à l'étage. Nous avons toujours les inscriptions en arabique, des versets coraniques, le même décor, le même travail de sculpture et de gravage, de gravure. Alors, je rappelle que ces versets coraniques sont censés protéger le palais, le pouvoir, la famille du sultan, et ainsi de suite. Alors, ce toit en tôle que nous voyons ici, ce n'est pas à l'ancienne. Mais c'était en tôle toujours. C'était pas en tôle. Au début, il y avait ce qu'on appelle le ranza à l'ancienne, puis après on l'a remplacé par les tôles avec le temps. Et ce ne sont pas les premiers tôles qui étaient là, on a renouvelé. Par contre, la charpente que nous voyons ici, la charpente est restée intacte. Et là, on peut le constater, comme nous sommes en plein chantier, nous avons des ouvriers qui sont en train de préparer le mortier à la chaux, de la chaux mélangée avec du sable. Et là, j'aimerais montrer un peu ce genre de fenêtres, on appelle ce pas de fenêtres, on appelle des moucharabiers, qui permettent à celui qui est à l'intérieur de voir à l'extérieur sans être vu. Bon, selon les interprétations, souvent... vitre teintée. Oui, les princesses pouvaient faire le choix de leur futur mari à partir d'ici. Et quand elles les ont fait le choix, il ne fait que passer le message. Oh papa, j'ai choisi tel monsieur, il est là, il est aussi. Et puis on convoquait le monsieur. C'est le fils qui choisissait alors. Oui. Alors, les poutres que vous voyez qui n'ont pas des motifs, ce sont des poutres qui ont été remplacées. Au début des années 70, selon l'ancien directeur de travaux publics, M. Fessoal. Alors, ici à l'étage, après le régime du sultanat, le monument a servi à beaucoup de choses. Il a servi de
salle de classe, l'école primaire. Il a servi aussi de salle de répétition. Je vais se mettre un peu ici. Les élèves qui avaient des préparations pour des scènes de théâtre venaient faire leurs répétitions ici. Ici, encore là-haut, ça a servi de bibliothèque. Et donc, Après le régime des sultanats. après, je dis sultanat. Et jusqu'en 1976, cette salle d'en haut, à l'étage, servait encore d'école primaire pour certains élèves. Nous avons eu le témoignage de ces derniers élèves qui étaient là en 1976. Ce sont eux qui nous ont dit jusqu'en 1976, ils ont fait de l'école primaire ici. Alors, nous sommes ici au fond de... Ici, nous avons ce magnifique tableau sur le mur, constitué par un ensemble de niches. Je rappelle que ces niches servaient aussi parfois d'armoires. On pouvait placer beaucoup de choses, des livres, des objets appartenant au sultan, à sa femme, ainsi de suite. Et on en trouve ce genre de tableaux, de niches, dans toutes les anciennes maisons, surtout qui appartenaient à l'ancienne aristocratie. Ça veut dire les gens qui étaient autour du sultan, ses vizirs, ses conseillers, tout ça. Et ici à Moutsamoudou, il y en a plusieurs. Elles ont ces villas princières ont des noms spécifiques, qui, dans l'avenir, doivent faire l'objet d'une recherche assez scientifique pour en révéler le secret. Encore ici, vous pouvez le remarquer, les poutres ne sont pas les poutres authentiques. Certaines ont été remplacées et là, certaines sont déjà attaquées par les insectes. Mais dans l'avenir, nous allons tous remplacer pour remettre des poutres assez résistantes, telles que celles que nous avons achetées de la Tanzanie, parce que c'est du bois dur qui peut résister de longues années. Alors nous entrons dans la dernière pièce, en haut, à l'étage. C'était la chambre secrète Du sultan. Oui. Donc, Personne n'y pénétrait. Personne n'y avait accès ici. C'est ici qu'il se préparait avant de sortir et rencontrer Ces autres. l'audience. Ok. Vous voyez encore, les étés sont là pour la sécurité, la consolidation du fond. Et notre premier ennemi, c'est l'humidité. Parce que c'est l'humidité qui fait courir et qui vulnérabilise les extrémités des poutres. Et quand elles deviennent de plus en plus molles, c'est là où ça fait le travail des insectes. Donc ici on a remplacé pas mal de poutres. On a remplacé pas mal de poutres, bien sûr. Vous pouvez voir toujours les gravures, les poutres qui sont gravées avec des motifs assez impressionnants, qui témoignent aussi de la technique de nos ancêtres. Bien sûr, l'architecture témoigne les influences de l'architecture du monde arabo-persan, surtout de l'Arabie du Sud. Mais elle a été appropriée par les Comoriens, qui en ont bien maîtrisé la technique, qui en ont bien appris la technique et qui l'ont bien maîtrisée. Essayez de caler ça quand même. Parce que ça va dépasser, mais c'est bien de la caler. Alors, il faut trouver des fils. Hein. Là, non. Francis, Ouais. vous pouvez venir un peu vous donner Pas quelques... encore, hein. Je suis à la bourre. Hein. Hein? Je suis vraiment pressé. Hein. Ah, d'accord. Je suis vraiment à la bourre. Une petite minute? Ouais. Combien 4 minutes. Oui, 3 minutes par an. Ouais, ça va. Vous êtes qui, monsieur? C'est qui? C'est pour vous? C'est quoi le film? Alors, le film, c'est pour... Alors, je vous présente Monsieur Francis, notre expert en
monument historique. monument Restauration historique. de monuments Voilà. historiques. Il est envoyé ici par son association, CHAM. CHAM veut dire chantier, histoire et architecture médiévale. C'est une association, presque une ONG française. Mais nous avons tissé une convention avec l'association et qui nous a envoyé M. Francis pour... Monsieur Piffet. Monsieur Piffet. D'accord. Qui est le directeur général Oui. de l'association. D'accord. Voilà. Oui, mais alors c'est M. Francis qui est là pour superviser, qui est l'expert de ces derniers travaux qui ont duré 2 mois. Et vous voyez, le travail qui a été fait, c'est assez magnifique. Quand ils voient les façades, déjà on voit... Voilà, des enduits de restauration à la chaux corallienne. Voilà. Et puis restauration des frises, hein, des bandeaux en saillie. Oui. Bonjour. Voilà. Et pain à la chaux. Oui. Et hydrofugé naturellement. Oui. Avec de l'huile de coco, du savon. Du savon, et voilà. autre chose. Parce que nous voulons garder l'authenticité, l'architecture, le matériau de construction utilisé, nous voulons rester à l'authentique. Voilà pourquoi nous utilisons toujours la chaux. De toute façon, c'est presque obligé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer restaurer un monument qui a été construit avec des matériaux naturels, avec des matériaux chimiques comme le ciment, qui n'ont pas du tout la place, et qui vieillissent, qui sont incompatibles. Ils ne sont pas durables du tout. Voilà, donc il faut vraiment remettre les mêmes matériaux, ou qui s'en rapprochent le plus, de façon à ce qu'on retrouve la souplesse, l'élasticité, la respiration et la consolidation. Voilà. Et en même temps, c'est un conservatoire des techniques anciennes, voilà, qui va se retransmettre de génération en génération. Nous sommes maintenant au couloir. C'est le couloir parce que, je dis bien couloir parce que ça continue jusque là. Hein, ça continue encore de là. Ça faisait partie aussi du monument, du palais. Alors ici, nous avions une pièce. Ça serait bien que je fasse venir les enfants d'abord ici, non? Je les recevrai après tout à l'heure. Tout à l'heure. Okay. Alors ici, nous avons la salle, c'est une salle qui était un peu privée pour le sultan. Selon les anciennes sources que nous avons, il y avait une toit en planche ici. Il y avait un toit en planche. Et là, comme nous voulons refaire la pièce en haut, nous avons préféré mettre encore des poutres. Vous voyez, ce sont des poutres nouvelles que nous avons mis pendant cette période de ce dernier chantier. Alors ici, on peut voir les traces. Comme c'était une chambre privée du sultan, il y avait des porcelaines incrustées. On peut aujourd'hui des assiettes en porcelaine qui étaient incrustées pour donner un joli décor à la chambre. Oui. Et cette technique, ce genre de porcelaine incrustée dans le mur, on le trouve même parfois dans des anciennes mosquées et dans d'autres anciennes maisons, des villas princières. Et là, c'était quoi? Alors, ici, nous sommes en train de découvrir. C'était la toilette d'en haut, bien sûr. Nous avons le système d'évacuation qui est là. Et ça permettait, vous voyez, les fenêtres permettaient pour l'aération. Quand on est dans la salle d'eau, il fallait avoir de l'aération. Là, il y avait des escaliers quand même. C'est les escaliers qui servaient à monter sur le toit, sur la terrasse, d'en haut, c'est ça. Le bois qui est là. Qui a fait son temps, des siècles, il est toujours assez dur. Donc on utilisait ça pour monter. C'était ça, mais il n'y avait pas de marches en béton. De marches en pierre, il n'y en avait pas, c'est ça sur bois. Et pas celui-ci. Non, ça c'est tout à fait. Alors, il y avait une porte, bien sûr, hein, je n'étais pas laissé à la portée de tout le monde. Il fallait passer par la porte. Là, on pouvait encore voir les niches murales qui servaient à beaucoup de choses.
Donc le noir, on le mélange avec de l'eau et il rentre dans le bois pour donner la couleur noire. Pour la couleur rouge, c'est de l'argile. Vous savez ce que c'est l'argile, les enfants? C'est de la terre. Tout le monde sait, la terre. Donc c'est de la terre rouge, parce qu'ici au Comores, on trouve des terres rouges. Donc c'est de la terre rouge qui est collée sur le bois. Mais on n'a pas trouvé quelle était la colle qui servait à fixer l'argile sur le bois. Donc les anciens, ils étaient capables de faire des couleurs qui résistaient très longtemps, mais pour le moment, on ne sait pas quelle est la nature du fixateur qui va coller la poussière de terre, parce que la terre c'est de la poussière, qui va coller la poussière de terre sur le bois. Vous voyez? Voilà. Alors ça, vous savez ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Toi, dis un peu. Allez. Qu'est-ce que c'est? Une pierre. Une pierre, voilà. Une pierre de quoi? D'un chou. Non, presque. Presque. En fait, c'est un animal. Oui, c'est un animal. Parce que c'est une pierre de corail. Qui se trouve, voilà. Et le corail, c'est un animal. C'est comme un escargot. Il a sa maison sur le dos. La maison de l'escargot, elle est dure. Et bien, le corail, c'est sa maison. D'accord? Donc, dans la mer, si vous avez déjà vu des photos, dans la mer, il y a du corail. Et le corail, on le trouve ici, pas loin de la plage. Donc, les gens, ils allaient chercher du corail, d'accord? Qui ramassaient dans le fond de la mer. Après, ils coupaient le corail sous forme d'un rectangle. Vous savez bien ce que c'est qu'un rectangle? Oui. Un carré, un rectangle. Couper des rectangles. Ils mettaient les rectangles entre deux poutres, comme ça. D'accord? Et après, ils coulaient du béton. Donc, ils mettaient beaucoup de petits rectangles, comme ça, partout, partout, partout. Et après, ils mettaient le béton. Donc, ça remplaçait les contreplaqués. Vous avez déjà vu maintenant, quand on fait des dalles en béton, on met des planches ou des contreplaqués pour que le béton ne tombe pas. Eux, ils n'avaient pas de contreplaqué. Donc, ils allaient dans la mer, ils allaient chercher du corail. Ils taillaient le corail en rectangle, ils mettaient le corail et ils coulaient le béton au-dessus. C'était malin, hein? Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Noix de coco. Pas du tout. Un vase fait avec... Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est peut-être de l'argile. Tiens, Un vase tu prends? C'est lourd. Non, c'est vrai que c'est lourd. Tu me rappelles. Porte un peu. Ah oui, c'est vrai que c'est lourd. C'est de la poterie? Non. C'est vraiment lourd. Ouais. Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que ça peut? Est-ce que c'est de la terre? La pierre? Non, pas de la pierre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La matière, c'est quoi la matière? Ça peut être aussi lourd, non? Ah ouais! C'est du fer. J'ai pas pensé à ça. C'est un boulet de canon. C'est un boulet de canon. Et pourquoi faire? Pour faire la guerre. On mettait dans les canons et boum, on tirait les canons. On tirait des Il y avait obus. quoi à l'intérieur? De la poudre. On mettait de la poudre qui explosait, comme les pétards. Vous savez, les pétards, ça explose. Et ils mettaient de la poudre dedans, ils envoyaient ça, et quand ça arrivait chez l'ennemi, la poudre faisait exploser le boulet. Vous voyez? Voilà. Donc on a trouvé ça ici. On a trouvé aussi des petites bouteilles, vous voyez, les vieilles petites bouteilles. Voilà. On a trouvé des vieux clous. Allez, on avance. Allez-y les enfants. Alors, ici on est... Je peux mettre ça sur YouTube. Pour montrer que... Alors ici, on est toujours dans les appartements privés, donc ça pouvait être une chambre. D'accord? Donc comme ils n'avaient pas de garde-robe, hein, ils n'avaient pas de meubles, ils mettaient les affaires de la maison dans des niches. On appelle ça des niches. Comme la niche du chien. Vous savez, les chiens, ils ont des petites maisons là. Hein. Voilà. Donc ça s'écrit comme ça. Donc c'est la niche. Et ils pouvaient mettre les livres, la vaisselle, les couverts, les bijoux, etc. Hein? Voilà. Alors, ça c'était les fenêtres qu'ils avaient à l'époque. Vous voyez, c'est des grilles comme ça pour ne pas qu'on rentre. Il y a toujours
les poutres au plafond. Et alors ils avaient des portes. Alors cette porte-ci, venez voir. Cette porte-ci, vous voyez le trou là, ici, là. À quoi ça servait le trou? À faire tourner la porte. À faire tourner la porte. Très bien. Exactement. Donc la porte, ça veut dire qu'elle avait un axe ici qui rentrait, et après la porte, elle tournait comme ça. D'accord? Et voilà le genre de porte, on le voit là-bas. Vous voyez le petit morceau de bois rond là? Vous voyez le petit morceau de bois rond? Ah oui, oui. On le voit bien. Donc c'est ce morceau de bois là qui rentrait dans le trou de manière à faire pivoter la porte. Donc là ici, il y avait combien de portes? Il y en avait combien de portes là? 2. 2, évidemment. Il y avait 2 portes. Une porte à 2 battants qui s'ouvrait comme ça. Ok? Allez, on y va. Attention. Ah ben vous êtes sages les enfants. Hein. Ne parlez pas beaucoup. Hein. Ouais. Voilà. Comment c'est tout ça? Avancez. Oui, c'est prêt. Comment c'est tout ça? Alors, regardez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les coraux qui sont taillés. Vous voyez les rectangles là? Vous les voyez là maintenant? Vous comprenez comment c'est fait là? Donc ça remplace le contreplaqué. Là, on les voit bien les rectangles. Vous voyez tous les rectangles l'un à côté de l'autre. Voilà. Et comme ça, après, on mettait le béton et on construisait la dalle. Voilà. Alors ici, c'est un bassin avec de l'eau. Vous êtes trop petit, vous ne pouvez pas voir. C'est pour conserver la chaux. Parce que la chaux, à la place du ciment, il y a de l'eau dedans. À la place du ciment, l'eau, la chaux, la poudre de chaux, on doit la conserver dans l'eau. Donc la poudre de chaux devient pâteuse, il y a de la pâte. La pâte, elle tombe dans le fond du bassin et elle peut se garder pendant des années. La chaux là-bas, elle a peut-être 15 ans. Très bien. Voilà, venez avancer. Alors, ici, vous allez voir un magnifique plafond à caisson. Vous voyez, ça rappelle les caisses. Vous connaissez les caisses? Caisson en bois. Qu'est-ce que c'est le caisson en bois? Donc ça s'appelle un caisson. Vous voyez, tout est gravé, tout est décoré, etc. Et vous voyez, les dessins, ils sont tous différents. Alors il y a des paroles en arabe, ce sont des paroles coraniques pour protéger la maison. Pour que la maison soit protégée avec les paroles coraniques. Vous voyez? Comme c'est joli. Hein? Bon. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent lire l'arabe? Non? Oui. Tu sais lire, toi? Alors, lis un peu ça. Lis un peu ça. Oui, après. Oui. Oui. Min. Irrahmanirrahim. Ok? Bon, allez, on arrête. Maintenant, on va aller voir dans un appartement. C'est un salon, c'est les chambres à coucher. On a vu la chambre à coucher. On a vu le magasin. Le salon, qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas vu? Là, on n'a pas vu la toilette. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? La cuisine. Bon. Donc on va aller voir la salle de bain. D'accord? Allez, on va aller voir la salle de bain. Ah. Avant de voir la salle, on va aller voir la salle de bain. Ah, tu as peur. Bah, gogo. N'ayez pas peur, il n'y a pas de shampoing. C'est grand, du c'est un sultan. trou. C'est trop Voilà, c'est grand. Alors, le se mettre sultan, debout. Il y a plus il de avait choix. du shampoing. Ouais. Vous avez du shampoing, vous? Alors, les shampoings, ils étaient dans des bols ici. Vous voyez?
des bols en porcelaine de Chine. Parce que c'était les Chinois qui faisaient la porcelaine à l'époque. Ils avaient des secrets pour faire la porcelaine. D'accord? Donc il y avait des bols là, et on mettait les shampoings, les huiles, les savons, etc. Alors quand on prend son bain, vous aimez bien l'eau chaude ou l'eau froide? L'eau chaude. L'eau chaude. Alors comment il faisait le sultan? Il la faisait bouillir avec du feu. Il la faisait bouillir avec du feu. Regardez ici. Regardez, vous voyez là? Vous voyez la marmite là? Oui. Ça c'est la marmite. On mettait l'eau, et en dessous on faisait du feu, et on chauffait l'eau du sultan. Tu vois bien avec ton appareil là? Fais la photo. Fais la photo. Déjà fait? Ah, tu filmes? D'accord. Alors le sultan, donc, il avait ici un petit trou pour amener l'eau froide, et là il prenait l'eau chaude dans la casserole. Voilà. Donc vous voyez, à cette époque-là, robinet d'eau froide, robinet d'eau chaude. Il était malin, hein? Voilà. Et ici, c'était sa toilette. Voilà. Vous voyez? C'était un peu spécial, hein? Voilà. Voilà. Ah oui, c'est profond. Très profond. À peu près 9 mètres. 9 mètres? 9? À peu près 9 mètres. Et ça partait où après? Ah ben ça allait dans La fosse. C'est une fosse, et puis là-bas, ça se décomposait, ça se transformait en eau, et puis ça disparaissait dans le sol. Hein? Voilà. C'est la nature qui faisait son travail. Voilà. On y va? Alors, vous voyez, nous, on a encore remplacé les poutres ici pour la sécurité. Là, on a fait une petite fenêtre. Allez, on va aller de l'autre côté. On va tourner à gauche maintenant. Allez. Allô? Ça va, Salim, et toi? On mettait la lumière ici. Voilà. Ça marche encore? Non, c'est une lumière avec une pile. Hein. Regarde, vous voyez, là, il y avait la casserole. Vous voyez le feu, là? Vous voyez le noir, là? Vous voyez? Donc, il chauffait l'eau. Hein. Ici, c'était fermé, évidemment. Après, la fumée, elle partait par là. Et ici, il y avait une cheminée. Et la fumée s'en allait par là. Mais pour remplir la baignoire, vous voyez, il y a le petit trou pour remplir la baignoire. Pour remplir la baignoire, il faut de l'eau. Alors, elle venait d'où, l'eau? À votre avis, où est-ce qu'il y a de l'eau? Où est-ce qu'on trouve de l'eau? Bon, on va pas faire le bain avec l'eau de mer. Hein. Où est-ce qu'on trouve de l'eau? Sur le toit. Sur les toits, il pleut, non? Attention, tu vas tomber dans le trou du sultan. Ah oui, oui. Il y avait un trou sur le toit, puis après ça conduisait. Sur le toit, il y avait un système qui récupérait l'eau avec des gouttières. Vous connaissez les gouttières, les tuyaux qui amènent l'eau. Et l'eau, elle arrivait ici par la pierre plate, là. Elle traversait le mur et l'eau coulait ici. Donc ici, il y avait des grandes réserves d'eau, des grandes marmites, des grands bassins pour recueillir l'eau. Vous voyez? Allez, venez, on avance. Ouais, alors moi je voulais dire que les Comores, et Anjouan en particulier, ont un patrimoine exceptionnel. Donc je recommence ce que vous dites. Oui, donc je me présente, je suis Jean-Francis Delacour, j'ai 47 ans, je viens de métropole, de Langon exactement. Je suis tailleur de pierre, limousinier, je suis spécialiste des monuments historiques. Voilà, depuis plus de 30 ans, je fais ça. Et je suis venu sur l'île d'Anjouan par le biais de l'association CHAM, Chantier Histoire et Architecture Médiévale, qui a passé une convention avec le collectif du patrimoine local pour les aider à restaurer le palais d'Ujumbe, qui est un monument emblématique de l'âge d'or du sultanat des Comores et d'Anjouan en particulier. Voilà. Donc ça a consisté à faire des restaurations des façades et des enduits, essentiellement à la chaux corallienne
traditionnelles qu'on a retrouvées dans les hauts des fours qui avaient été abandonnés. Et après une lecture archéologique de la façade, on a pu restaurer et former les jeunes enjoignés, les hommes enjoignés à ces techniques de restauration qui est vraiment spécifique au monument historique. Il n'y a évidemment que des produits naturels dedans qui rentrent en cours de fabrication, donc la chaux, le sable essentiellement, la pierre, voilà, et après on a des adjuvants organiques essentiellement, comme l'huile de coco qui va nous servir pour étanchéiser les façades. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je... Voilà. Ça a été essentiellement... Alors on a fait des enduits, on a fait donc la restauration de fresques, et on a monté des élévations de murs, et on a monté des planchers. On a consolidé aussi des piliers, voilà, en 2 mois, voilà, du 25 juin au 25 mai. 25 mai au 25 juin. Avec des gars, on avait 15 ouvriers. On était 3 encadrés. Et vraiment, ils ont fait un travail exceptionnel, vraiment exceptionnel, et je voudrais leur rendre hommage parce que c'est vraiment, sans eux, rien n'aurait été possible. Et c'est des hommes de très très bonne volonté et qui sont courageux et qui ont vite acquis la technique en fait. Et voilà, il reste à j'espère, à former cette équipe pour que elle soit qualifiée pour pouvoir continuer à étendre la restauration des monuments comoriens. Voilà. Puisqu'il faut sauver ces monuments, puisqu'on peut voir qu'il y a urgence, parce que comme il n'y a pas de protection encore sur le patrimoine, c'est bien un peu le but que s'est fixé l'association locale, le collectif des Comores, de restaurer un palais de façon à ce qu'il rayonne et qui montre à toute la population l'intérêt qu'il y a aussi bien culturel que touristique à sauver ce patrimoine exceptionnel qu'on retrouve un peu partout dans toute la Médina, qu'on retrouve encore, parce qu'évidemment il y a une destruction qui se fait systématique, et ça c'est dommage, c'est dommage, surtout que c'est irréversible, et c'est comme si on prenait une gomme et qu'on gommait à jamais ce que nos pères ont laissé comme témoignage, qui est une richesse en fait, qui peut donner beaucoup de travail, qui peut donner beaucoup de fierté, et qui peut refléter cet âge d'or qui a été les Comores, et qui sera toujours les Comores. Ainsi, les enfants seront toujours, les générations futures seront toujours en lien avec le passé. Et si vous coupez un arbre, il meurt. Si vous coupez les racines, c'est pareil. Donc il faut restaurer les racines parce qu'ils sont là. C'est un trésor qui vous attend et qui demande qu'à être restauré. Par contre, il faut accompagner peut-être ce mouvement par l'exemple et encourager les associations qui sauvent ce patrimoine-là. On pourrait encourager en faisant une fête du patrimoine et peut-être aussi sensibiliser la population et peut-être les aider aussi, parce que c'est pas le tout de dire il faut arrêter de détruire, mais il faut sûrement les aider techniquement, peut-être financièrement aussi, à conserver cette cité qui est exceptionnelle par sa beauté, son raffinement, et qui reflète vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci. Alors je vais continuer. Moi je m'appelle M. Ahmed, je suis le vice-président du collectif du patrimoine d'Anjouan. Je suis historien de formation, je suis en même temps chercheur indépendant dans le domaine du patrimoine historique et culturel. Alors, concernant le monument, j'aimerais revenir un peu sur l'histoire dans mon domaine. Ce monument sa construction remonte au milieu du XVIe siècle. Je voudrais rappeler que l'installation du régime du sultanat au Comores, ça s'est effectué au début du XVIe siècle, après l'arrivée de la vague décisive des Arabo-Chiraziens. Alors, comme ce monument, c'est symbole de notre patrimoine bâti, nous, collectifs, nous sommes engagés à restaurer, à la préserver et à la redonner vie. Parce que, comme Francis l'a dit, si ce monument n'est pas restauré, c'est comme si on coupe le cordon ombilical qui nous lie avec le passé historique, qui est un grand témoignage, un grand témoin de l'avancée technique qu'avaient nos parents, nos ancêtres. Alors,
tel que vous voyez ici, ces 2 derniers mois ont consacré à restaurer les façades que nous voyons là. Et on a refait les enduits. Alors, ça fait partie, c'est une continuité parce que nous ne sommes pas au premier chantier ni au dernier. Nous sommes au 4e chantier. Depuis que nous avons commencé, nous avons engagé les travaux de restauration de ce monument. Alors, on a fait de premiers travaux en 2009-2010 qui consistaient à déblayer le monument, à enlever les gravats parce qu'en 2007-2008, il y avait des grandes intempéries. On a fait écrouler cette façade côté ruelle. Alors, le patrimoine s'est engagé à déblayer, à nettoyer, à mettre au propre le monument. Et puis après, ça a été suivi par un premier chantier de construction carrément, avec une convention qui a été signée avec les Tanzaniens, qui sont venus, qui maîtrisent très bien la technique de la construction à la chaux, qui ont reconstruit le pan de nuit qui a été démoli. Et puis après les Tanzaniens, nous avons eu une première convention en 2014 avec Cham, qui avait envoyé un expert en bois, un charpentier, qui avait aidé, il était ici, il a restauré à peu près un espace de 20 mètres carrés, espace qu'on avait remplacé les poutres. Et là, aujourd'hui, nous sommes au 2e chantier avec Cham. Mais avant ça, en 2010, nous avions fait une convention d'achat de poutres avec nos partenaires de Tanzanie. Mais les poutres ont traîné et nous les avons reçues qu'en janvier 2016. Et donc, après la venue de ces poutres, nous avons, à partir du 25 mai 2016, on a ouvert ce 4e chantier qui a consisté à restaurer les frises et à remettre les enduits et à peindre les façades ici côté mosquée et côté ruelle. Alors, je rappelle que ce monument a servi à beaucoup. C'est un monument multifonctionnel. À l'initial, au rez-de-chaussée, c'était la résidence privée du sultan. Et puis après la construction de l'étage, ça a servi de grandes salles de réception, des hôtes, des délégations officielles qui venaient voir le sultan. Et donc la salle d'en haut a servi de salle d'apparat et d'audience aussi. Et après le régime du sultanat qui a pris fin avec l'arrivée de la colonisation, vers la fin du 19e siècle, parce que le protectorat en juin a été signé en 1886. Et nous sommes devenus carrément colonie à partir de 1909, 1912 par là. Alors, quand la colonisation est arrivée, le palais du sultan a cessé d'être la résidence du sultan, mais il a continué à vivre en servant à beaucoup de choses. Il a servi de bureau du chef de canton, bureau du cadi. À l'étage a servi d'école. Beaucoup d'enfants de cette ville de Moutsamoundou ont fait leurs écoles primaires en haut. La salle d'en haut a servi de bibliothèque, a servi de salle de répétition. Et donc, nous voulons à l'avenir, après restauration, redonner vie à ce monument. Et nous, particulièrement collectif, notre projet c'est de faire à l'étage un musée. Un musée qui va englober un peu, parce qu'on peut avoir un musée de l'homme, on peut avoir beaucoup de choses, un musée thématique. Et nous, pour qu'on puisse se renfermer toutes ces valeurs, ces images anciennes, les cartes anciennes, les visages des sultans et tout ça, pour montrer que voilà, c'est ce qu'a servi ce sultan initial qui était construit pour la fin de la vie du sultan. Alors, nous savons qu'après restauration, ce monument va devenir symbole, comme il a toujours été symbole de l'âge d'or du sultanat des Comores et d'Anjouan en particulier. Nous voulons que ce monument devienne beaucoup plus attractif et qu'il va devenir presque un levier au service du développement du domaine du tourisme au niveau d'Anjouan et au niveau des Comores en particulier. Et ainsi, nous appelons à tout le monde à venir participer, que ce soit au niveau matériel, au niveau abstrait, l'idée, son physique, sa force physique. Nous avons ouvert nos mains à recevoir toute aide venant de tout et chacun. Parce que ce travail doit être un travail de plusieurs personnes et chacun a le droit de venir poser sa brique dans cet édifice. Et comme je le disais,
après la restauration de ce monument, ça peut devenir complètement un noyau à partir duquel on peut épanouir le domaine du tourisme. Nous savons que les îles ont été toujours décrites comme étant des paysages paradisiaques. Mais il faut encore, à part l'attraction de paysages naturels, il faut que ce monument, le patrimoine historique, bâti et culturel soit revalorisé pour qu'il devienne de plus en plus attractif et faire venir des flux touristiques qui génèrent beaucoup de recettes et d'activités. Je ne vais pas rester très longtemps. On va arrêter là. Prochainement, on aura donné d'autres informations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Si on met quelques plus, on peut le